merci à tous d'être là. On va commencer tranquillement. Merci beaucoup au Monte en l'air de permettre l'organisation de cet événement. J'ai commencé par introduire un peu les deux intervenantes, parce que parfois il est possible que vous connaissez l'un ou l'une et pas l'autre. Donc à ma droite, donc Victoire Paillon, qui est journaliste féministe, animatrice de 2 podcasts à succès pour Binge Audio, Les coups sur la table, qui traite des masculinités contemporaines, et Du cœur sur la table, qui parle des nouvelles formes d'amour. Et ces 2 séries de podcasts ont donné lieu au livre du même nom, qui sont édités et qui synthétisent les idées développées dans les podcasts. À ma gauche, donc Nicolas Framont, toi, tu es rédacteur en chef de Frustration Magazine, un magazine web donc anticapitaliste, dont le numéro papier annuel est sorti il y a quelques mois et qui est disponible ici. C'est aussi dans le cadre de cette sortie qui a organisé cet événement. Et tu es aussi l'auteur du livre Parasite, qui est aussi sorti cette année et qui traite de la bourgeoisie et des outrages. Tu es également expert CSE, formateur sur les questions de harcèlement sexuel et dans ce cadre, et vendeur de légumes au marché de Saintes en Charente-Maritime. Donc le thème de la soirée, c'est bourgeois, macho et autres tracas. Donc l'objectif, c'est de croiser les questions de lutte de classe, c'est-à-dire le conflit entre les personnes qui détiennent l'économie et le pouvoir et celles qui travaillent, et les questions féministes, et voir à quels endroits elles se rejoignent, à quels endroits elles évoluent parallèlement ou se séparent, et mélanger aussi 2 publics, celui du podcast de Victoire et les lecteurs de Nicolas. Donc on a divisé la soirée en 3 thèmes. Le premier, c'est capitalisme, classe et patriarcat. Le deuxième, voilà, la violence du monde politique et militant. Et une 3e partie sur les médias. Et ensuite, on fera une petite session de questions avec le public. Donc on va commencer par notre premier thème. Donc Nicolas, toi tu souhaites l'abolition du capitalisme, c'est-à-dire le système qui repose sur... Toi aussi Vous souhaitez... Ah bah c'est cool. Qui repose sur la propriété des moyens de production et l'accumulation de profits. Et toi, Victoire, j'imagine... toi aussi Nicolas, l'abolition du patriarcat. Voilà, le système dans lequel les hommes détiennent le pouvoir, que ce soit dans la vie publique ou dans les relations familiales, de couple, etc. Donc c'est 2 systèmes de domination qui sont connectés. Et vous avez tous les 2 interviewé, enfin ton journal a interviewé Audrey Voile, et toi aussi, qui est une chercheuse qui montre par exemple que l'entreprise est un monde d'hommes. Donc ma première question, c'est est-ce que le capitalisme est un système fait et pensé par les hommes ? Est-ce que la suppression du patriarcat est nécessaire pour mettre fin au capitalisme, ou est-ce que c'est le contraire ? Tu veux commencer ? Ouais. Alors, merci beaucoup. Alors, évidemment, tout ce que je vais dire, je ne l'invente pas. Il y a énormément de chercheuses féministes qui se sont penchées sur ces questions-là. Ce qu'on peut dire, pour résumer, c'est que le patriarcat préexistait au système capitaliste. Voilà, on pense que c'est le plus vieux système de domination, en fait, de ceux qu'on appelle des hommes sur les femmes. Bon. Donc en fait, on peut tout à fait imaginer qu'il y ait un système capitaliste sans patriarcat, par exemple, si on pousse le truc à l'extrême. Bon. Est-ce que ta question c'est est-ce que c'est un système fait et pensé par les hommes ? Oui et non, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que c'est majoritairement à leur profit si on prend les hommes en tant que classe, mais bien sûr ça bénéficie plus à certains qu'à d'autres, voire ça bénéficie plus à certaines qu'à d'autres aussi. Donc en fait, voilà, on n'est pas tous égaux dans ce système capitaliste du point de vue du genre non plus. Maintenant, moi je pense vraiment que évidemment les 2 sont entremêlés, la lutte contre le patriarcat, la lutte contre le capitalisme et contre tous les systèmes de domination. En réalité, on pourrait ajouter à ça contre le colonialisme, contre l'extractivisme, contre le validisme, enfin toutes les oppressions systémiques, parce que les unes renforcent les autres en fait, sans cesse. Et ça, j'imagine qu'on va y venir après, parce qu'en fait, au cœur de cette question-là, de l'articulation entre le capitalisme et le patriarcat, il y a la question du travail, de qu'est-ce qu'on considère être du travail, qu'est-ce qui crée de la richesse, qu'est-ce qui crée de la valeur. Yes. Ouais, tu vois, on va être d'accord souvent. Mais là, on va chercher un clash, ne vous inquiétez pas, on va vous en trouver. Merci beaucoup du coup de nous avoir invités dans cet endroit chouette. Et puis en fait, il fait beau. Voilà. Je tiens à dire que de temps en temps, je regardais mon portable. C'est pas parce que j'ai des messages, c'est que j'ai mes notes dessus. Je profite de l'instant présent. Il n'y a pas de.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. J'ai une illustration, c'est-à-dire effectivement que ces deux systèmes qui, moi je dirais, qui sont indépendants les uns des autres, mais qui se nourrissent les uns des autres. C'est particulièrement vrai sur le capitalisme actuel et encore très largement maintenant. Moi, je vous conseille toujours pour bien comprendre, enfin, il y a un truc qui est intéressant à faire pour comprendre le capitalisme actuel, c'est d'acheter, ou de voler, hein, le magazine Challenge chaque été, qui sort le classement Challenge des 500 plus grandes fortunes de France. Voilà, moi, chaque année, je le lis, je me régale et tout, ça donne envie de tout cramer, mais visiblement, ils le font pas pour ça. Parce qu'en fait, il y a des gens qui regardent leur classement. Les riches en France se classent, font un peu le classement des 500 premières places de qui est le plus riche. Alors, ce sont les seuls à faire ça, à ma connaissance. Hein. Personne ne fait ça dans son entourage. Vous ne faites jamais de classement entre amis, qui est le plus riche, qui est le moins riche. Alors, ce qui est intéressant quand on regarde ce classement, c'est que ça classe ces 500 familles. Et qu'est-ce qu'on voit sur le nom de ces 500 familles? C'est que des noms d'hommes, en réalité. C'est-à-dire qu'on a un système qui est patriarcal dans les grandes familles capitalistes. Et ces 500 familles, elles sont intéressantes à comprendre parce qu'elles dominent toute notre économie, quasiment. Parce qu'elles dominent les plus grandes entreprises. Et donc, en fait, c'est elles qui ont la main mise sur vraiment la direction des affaires en France comme dans le monde, puisqu'effectivement, on a un système capitaliste qui est héritier d'un système colonial et qui fonctionne avec un système colonial, ce qui fait que ces familles ont une emprise sur le reste du monde et sur l'ensemble des classes travailleuses et travailleurs. Alors, donc on regarde, non seulement c'est que des hommes qui dirigent ça, mais en plus il y a une division genrée du travail dans ces familles. C'est-à-dire que souvent, quand on regarde des grandes familles actuellement, il y en a une sur laquelle j'ai travaillé dans Parasite, c'est le groupe CMA-CGM, qui est un grand groupe maritime, qui actuellement, le patron de CMA-CGM est en train de racheter tous les médias français. Ils essaient de racheter Brut, ils ont acheté La Provence, etc. Et en fait, il y a une division genrée, c'est-à-dire qu'on voit que le fils de la famille, c'est devenu le patron, et puis la sœur, elle dirige une grande fondation. Donc il y a une sorte de division genrée du travail dans les grandes familles capitalistes. Les femmes sont plutôt du côté du soin, entre guillemets, hein, parce que les fondations capitalistes ne sont pas forcément du côté du soin, mais du moins il y a une division comme ça. Et les hommes sont du côté des affaires, les capitaines d'industrie, etc. Et donc vraiment, moi je pense qu'il y a quand même des choses qui se nourrissent très fort, c'est-à-dire que le capitalisme, il fonctionne aussi grâce au virilisme, qui est un mode de pensée qui rassure le genre et qui en fait qui fonde la domination des hommes et qui l'exacerbe. Mais il se trouve que c'est parfaitement compatible avec un mode de pensée libéral qui met en avant le fait de s'en sortir par soi-même, le fait de pas aider les autres, d'être dans des parcours d'ambition, etc. Et moi je trouve que les comportements des grands hommes d'affaires sont des comportements très virilistes. Donc effectivement, je pense que ça se nourrit énormément. Et puis aussi un truc historique qui est intéressant, c'est de voir comment, quand la classe bourgeoise a pris le pouvoir sur l'aristocratie au cours du 19e siècle, bon en France les deux classes se sont plutôt hybridées d'ailleurs, il suffit de voir le nombre de noms à particules dans nos classes dirigeantes. Hein. La classe bourgeoise, elle a renforcé aussi une division des rôles très forte dans les familles. Elle a renforcé aussi le système homophobe qui existait déjà, mais qui a été considérablement renforcé au 19e siècle, parce qu'en fait, elle a besoin, la classe bourgeoise a besoin d'une transmission patriarcale des richesses, et donc elle a exacerbé tous ces mécanismes-là. Donc, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire, c'est sûr. Par ailleurs, au niveau mondial, on sait que la majorité des terres, des richesses, même sur des toutes petites surfaces, est détenue aussi par des hommes, en très grande majorité. Et quand je dis que c'est la question du travail qui permet de comprendre ça, c'est parce que le capitalisme, c'est le fait de s'approprier, d'accumuler la valeur du travail qui n'est pas le vôtre, donc d'exploiter les autres. Bon, ça, Marx, il l'a très bien expliqué, très bien décrit et tout ça, mais évidemment, pendant 100 ans ou à peu près, il n'y avait aucune vision, me semble-t-il, chez les marxistes, en tout cas certainement pas chez Marx et tous ses confrères, du fait qu'ils avaient oublié une très grande partie du travail, en fait, qui permet la vie humaine, c'est-à-dire le travail qui consiste à reproduire la vie humaine, donc le travail qui consiste à fabriquer des êtres humains, à les porter dans son ventre, à en accoucher, ensuite à les soigner, à les nourrir, à les bercer, à les consoler, à prendre soin en fait des familles et à faire en sorte que les travailleurs puissent aller travailler. Ça comprend aussi tout le travail d'éducation, le travail de polissage, le travail d'écoute émotionnelle, etc. En fait, ce travail de reproduction, ce travail de care, il est énorme en fait, il est très très large. Si on le mesurait en France, si c'était inclus dans le PIB, on estime que ça correspond à 1/3 du PIB en fait, ce travail-là, juste le travail domestique. Donc c'est pas du travail, quand je dis ça, on se dit bah oui mais on a tous besoin de manger, de dormir, de recoudre ses vêtements,
enfin, de s'entretenir. Mais en fait, c'est un travail qui est fait pour d'autres. Et il se trouve que ce sont les femmes en très grande majorité qui font ce travail-là, à l'évidence, et qu'on a naturalisé ce travail, qu'on l'a appelé de l'amour, du soin, notre nature même, en fait, voilà, en disant que ça n'était pas du travail, ce qui permet de l'extorquer et de l'exploiter. Sauf que, évidemment, tout le système ne tient pas sans ce travail gratuit. Notre économie ne tient pas sans le travail gratuit des femmes. Ça, c'est pour le travail gratuit. Et puis après, il y a tout le travail qui est complètement sous-payé, qui est un prolongement de ça, qui est le travail du care, et qui fait que tous les métiers absolument essentiels sont complètement sous-payés. Et les métiers qui consistent à prendre soin des vieux, des malades, des enfants, sont des métiers voilà, qui ne sont pas rémunérés à leur juste valeur, alors qu'ils créent énormément de valeur, et ce sont des métiers essentiellement féminins. Voilà une autre façon dont on peut dire que le capitalisme et le patriarcat sont liés. Du coup, s'ils sont liés, est-ce que les personnes qui luttent contre ces deux systèmes peuvent se rejoindre et s'influencer mutuellement ? Et est-ce qu'il y a des points communs entre eux ? Et est-ce que les méthodes utilisées, mises en place par les féministes, par la lutte féministe, peuvent bénéficier aux luttes anticapitalistes en termes d'apprentissage, d'inspiration ? En fait, très souvent, ce qu'on a vu, c'est plutôt des contradictions. Et on le voit bien, parce que vous pouvez être exploité d'un côté et exploiteur de l'autre. Toute une classe d'hommes était majoritairement exploitée, et c'était les exploiteurs de leurs femmes. Donc en fait, non, la classe des hommes n'a pas intérêt, d'un point de vue marxiste, à l'abolition du patriarcat, pas du tout, en fait, puisqu'ils bénéficient de ce travail gratuit-là. Maintenant, je pense que si on considère que c'est un travail intéressant, qu'on a le temps pour le faire, qu'on le partage équitablement entre toutes et tous, et ben oui, là on peut s'allier. Mais je crois que le point de friction, c'était justement sur la définition du travail. Et après, mais on en parlera sur l'ambiance dans les milieux militants, le fait que la domination masculine, c'est pas que du patriarcat, enfin, c'est pas que du capitalisme, bien sûr, c'est une idéologie de genre, c'est incorporé, ça vient de très très loin, il y a des racines historiques, culturelles, etc. Donc c'est très difficile de lutter contre. Et donc que tu peux avoir, on en connaît tous, bien sûr, des militants anticapitalistes extrêmement convaincus qui sont en fait des gros machos patriarches violeurs, voilà, donc bon. C'est d'ailleurs moi ce qui m'a poussé vers le féminisme, hein, après avoir milité quelques années dans des endroits d'extrême gauche. Et donc il y a plein de points communs, plein de luttes à mener, mais à ce moment-là, il faut en passer par une redéfinition du travail et donc par une redéfinition de ce qu'on exige. Et donc c'est au-delà d'une meilleure répartition des richesses, c'est aussi comment est-ce qu'on fait pour nous garantir des moyens de survie à toutes et à tous, du point de vue du logement, de la nourriture, de la santé, de l'éducation, etc. Donc voilà, c'est plus large que le simple combat de la lutte des classes, je pense. Mais moi, pour répondre à cette question, je m'étais dit, j'ai essayé de voir ce qui, dans mon écriture, par exemple, et dans le travail qu'on fait à Frustration Magazine, qu'est-ce qu'on devait au combat féministe. Et en fait, il y a plein de sources d'inspiration qu'on a utilisées. Notamment, moi, j'étais auditeur de tes podcasts, donc il y a beaucoup de choses dont je me suis inspiré. Et puis, d'une façon générale, je pense qu'on peut quand même dire qu'en ce moment, le combat féministe est dans une dynamique beaucoup plus offensive et positive que ne l'est le combat anticapitaliste. En tout cas, je trouve. Il y a un foisonnement de textes, de bouquins, effectivement, de podcasts, de productions multiples qui abordent énormément de questions. Donc, en fait, moi, je m'abreuve de cette littérature-là. Et j'essaie, nous, c'est vrai qu'à Frustration, on est arrivé par un prisme lutte des classes, parce qu'on a commencé par là, ça a été notre point de départ, mais c'est vrai qu'on a explicitement utilisé certains concepts et positions du féminisme en le disant. Par exemple, ça nous arrive de prendre des concepts féministes et d'en trouver un usage anticapitaliste. Donc on avait fait ça avec, on a repris le concept de male gaze, donc le regard masculin au cinéma, et on a parlé du bourgeois gaze, le regard des classes supérieures au cinéma et à la télévision. Même moi, dans Parasite, je parle un peu du gaslighting, donc cette pratique qui consiste pour les agresseurs ou les oppresseurs, en fait, à redéfinir à la place de la victime l'histoire qu'elle a vécue, lui dicter ses émotions à sa place. Et moi, j'estime qu'en fait, la classe dominante en France, elle fait ça beaucoup par rapport aux classes laborieuses, c'est-à-dire qu'elle est en permanence en train de réécrire ce qui s'est vraiment passé et à nous couper de nos émotions positives et même de notre histoire positive. C'est-à-dire que
ou à nous-mêmes à nous redire. Ou même à nous redire, ça j'ai adoré quand tu as fait ces parallèles-là, parce que c'est vrai que c'est les féministes par notre entraînement, avoir ces mécanismes psychologiques qui permettent d'éclairer la chose politique. J'ai adoré quand tu disais, mais en fait, là, nos dirigeants se comportent comme des mecs violents en fait avec nous. Donc, par exemple, quand ils nous disent non mais vous êtes jaloux de Emmanuel Macron. Mais en fait, mais pas du tout. Enfin, vraiment, ça n'est pas ça. Et ça, je l'ai vu aussi beaucoup tourner sur les réseaux, le fait que quand ce président ou les autres prennent la parole, ils sont vraiment comme... c'est comme quand tu as une explication avec ton mec qui est violent, quoi, qui t'explique qu'en fait c'est toi le problème, c'est toi qui l'as provoqué. Pas du tout. Lui, il est pas violent. Lui, il essaie de faire la paix. Lui, absolument pas. Bien sûr, il a tapé sur ta tête à côté du mur, mais aussi, t'étais là, donc t'avais qu'à pas être là, en fait, dans la maison, tu vois. Et les parallèles sont... En fait, quand tu l'as en tête, c'est criant. Donc oui, j'adore quand vous faites ça à Frustration, et je trouve que le bourgeois gay, ça marche aussi très bien. Mais oui, sur Macron, il y avait beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui disaient, quand il revenait faire ses énièmes allocutions insupportables, qui disaient en fait, ce mec, c'est ton ex toxique, quoi. Et c'est vraiment ça. Moi, ça me provoque les mêmes choses. Je suis genre, hors de ma vue. Parce qu'en fait, le mec arrive et il dit, oui, je vous ai entendu. On a eu des petits désaccords, hein. Oula, du petit bisbille. Et ben, je vais faire pire. Je vais vous faire pire. On va continuer. Mais c'est hyper violent. Mais c'est monstrueux. Et donc, reprendre la violence psychologique. Moi, j'essaie de la reprendre effectivement sur les luttes des classes, qui est une violence psychologique. Et il y a aussi un truc qui me semble hyper important et en fait qui a été une grosse influence dans Frustration du féminisme, c'est l'idée que l'intime est politique et qu'il ne faut pas snober ni l'intime, ni le quotidien, ni l'individualité. Or, typiquement, le milieu anticapitaliste est en fait un monde de théoriciens qui ont un certain mépris du quotidien, de l'individu, qui sont plutôt dans des idées abstraites, dans des concepts où on va dire, est-ce que tu as lu Le Capital de Marx ? Bah non, c'est extrêmement long, je ne l'ai pas lu. Et nous, on a toujours cette politique à Frustration depuis son origine, c'est nous, on a une entrée par le quotidien. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Frustration, c'est que la frustration, c'est un sentiment individuel à la base, que n'importe qui a pu ressentir à des moments, certains plus que d'autres. Et donc, l'intime est politique. Et donc il faut en parler, et ça pour le coup, les pensées féministes en parlent systématiquement. Et donc ça c'est hyper important parce qu'en fait ça marche aussi sur des luttes anticapitalistes. Le travail, c'est des questions intimes, c'est des blessures psychologiques. Et donc en fait, faut absolument avoir ça en tête. Et puis il y a le corollaire de ça, moi je trouve qui est hyper important et qu'insufflent les féministes en ce moment, c'est que si l'intime est politique, eh ben il doit y avoir une cohérence entre ton comportement individuel et tes idées politiques. Et ça, dans les milieux de gauche radicale ou quoi que ce soit, pour l'instant, c'était jamais le cas. Mais jamais. Genre, non. Voilà, moi je suis un député de gauche, j'ai des collaborateurs, je les traite comme des merdes, et puis demain je vais aller faire un meeting pour défendre des travailleurs en grève en disant qu'il ne faut pas les traiter comme des merdes. C'est ça qui se passe. Et ça, cette incohérence, elle rend tout le monde fou. Et c'est pour ça que les gens de gauche passent pour des gros... Enfin, les politiques de gauche passent souvent pour des gros hypocrites pour le reste de la société, parce qu'en fait, ils s'en foutent de la cohérence individuelle. Ils se disent, moi, du moment que je suis dans le bon camp, en fait, je peux me comporter par ailleurs comme un connard, mais de toute façon, ma vie à moi, on s'en fout, parce que ce qui compte, c'est le combat. Et ça, les théories féministes et les militantes féministes laissent pas ça passer. Et en fait, moi, j'essaie d'appliquer maintenant, je me dis, on commence à appliquer ça, et on en reparlera, mais disons que c'est pas encore tout à fait appliqué, mais cette cohérence-là par rapport à l'attitude des hommes envers les femmes, des hommes de gauche envers les femmes, on en reparlera tout à l'heure, moi je pense qu'il faut l'appliquer sur tous les autres aspects. C'est-à-dire, est-ce que tu es un oppresseur dans ta vie quotidienne ? Est-ce que tu es un oppresseur au travail ? Est-ce que tu te comportes mal avec les autres ? Et ça, je pense que ça, c'est un enseignement très fort des théories féministes, et tu ne peux pas te passer de cette échelle individuelle-là, tu ne peux pas la snober, sinon tout s'effondre et tu auras beau avoir la meilleure théorie, la meilleure pureté militante, si tu te comportes comme un connard, ça sert à rien. Oui, avec la nuance qui est que il y a une attention aussi aux structures, et peut-être que ça vient de l'anticapitalisme. Depuis tout à l'heure, je cite des théories et sans leur donner la maternité correcte, donc sur ces analyses marxistes appliquées au féminisme, c'est Christine Delphi évidemment, Silvia Federici l'a fait aussi. Il y a vraiment eu tout un mouvement très fort dans les années 70 aussi de militantes qui n'en pouvaient plus des anticapitalistes habituels. Donc il y a quand même une attention aussi portée à la structure, c'est-à-dire que par exemple pour les hommes, il suffit pas d'être irréprochable avec les femmes et de dire en fait je suis pas un connard donc ça va très bien. En fait il s'agit aussi de regarder en face le fait que vous bénéficiez vous bénéficiez parce que vous êtes un homme
cisgenres, hétéros, riches, vous bénéficiez de la domination masculine. Voilà. Même si vous êtes gentil, même si vous adorez vos filles, même si voilà. On bénéficie, nous tous, là, ici, très probablement, du travail d'esclave à l'autre bout du monde. En fait, même si on a un Fairphone, même si on essaie de pas commander sur Amazon et tout ça, en fait, on en bénéficie d'une façon ou d'une autre. On peut se permettre ce niveau-là de richesse parce qu'on exploite nous, les entreprises, exploitent des terres ailleurs, etc., etc. Donc voilà, c'est de tenir les deux ensemble, mais, et on en reparlera aussi sans doute, je crois que ce que le féminisme apporte aussi, c'est de sortir d'une forme de culpabilité paralysante et totalement stérile par rapport à ça. Ouais. Et c'est vrai que du coup, il y a juste un dernier point que je trouve qu'on doit aussi aux théories féministes et que nous, on essaie d'avoir dans Frustration, c'est de dire que l'engagement politique ou pour un monde meilleur, une société différente, ne doit pas être un sacrifice personnel, que ça peut et que ça doit faire du bien. Et récemment, tu as présenté le bouquin de Camille Test qui a écrit sur la question du bien-être ou du développement personnel dans un cadre qui serait en fait militant ou en tout cas anti-système. Et c'est super intéressant de dire que, moi jusqu'à présent, j'ai toujours eu l'impression que s'engager en politique, c'était un sacrifice. D'ailleurs, le plus souvent, ça l'est. Et t'as une vie de merde et tout, mais limite, c'est pour ça. T'as mal et c'est bien. Et plus tu le fais, plus tu te lèves tôt pour aller distribuer des tracts, meilleur t'es, tu vois. Quand bien même, ça servirait à rien de distribuer des tracts à 6h du matin à l'extrême gauche, par moment, tu te dis, si, il faut le faire. Puis voilà, t'as ton mérite là-dessus. Et je pense que dire que, et d'ailleurs, c'est le cas dans le mouvement ouvrier, tu vois bien qu'à l'origine, les gens, ils s'engageaient dans le mouvement ouvrier ou dans des syndicats, pas pour se sacrifier à te faire des réunions hyper chiantes jusqu'à 2h du mat, mais parce que c'était des réseaux d'entraide, tout simplement, et que ça rendait leur vie meilleure, quoi. Et de sport, et de fêtes, et etc. Et ça, j'ai l'impression que c'est plus rappelé en ce moment par le mouvement féministe que par les autres mouvements. En tout cas, en ce moment. Voilà, c'était juste ce que je voulais rajouter là-dessus. Okay. Je continue un peu dans le même. Dans le même. Est-ce que vous avez des exemples récents ou historiques de luttes qui auraient croisé les questions de genre et de classe? Et moi, je pense à Victoire, que tu avais fait un podcast donc, sur l'écoféminisme avec, je vais peut-être écorcher son nom, Jeanne Burkhardt-Goutal, et plusieurs épisodes sur les luttes des femmes en Suisse. Et du coup, c'est peut-être intéressant de t'en entendre dessus. Et à vrai dire, je vois même plus tellement comment est-ce qu'on peut les séparer. Enfin si, mais moi j'appelle même plus ça du féminisme, ça m'intéresse pas tellement, tu vois, on va parler un peu plus tard, je crois, du féminisme bourgeois. Mais en fait, si tu veux la libération des femmes, l'abolition du patriarcat, t'es obligé de vouloir la libération du capitalisme, enfin ça va ensemble. Donc les grèves des femmes en Suisse, c'est toujours autour de cette question du travail non rémunéré, du travail reproductif. C'est sur le modèle des grandes grèves qui ont eu lieu en Islande en 1975, qui ont eu lieu ensuite en Espagne en 2018, en Argentine aussi, en 2019. Les Suissesses ont dit, ah oui, elles l'avaient fait bien sûr en 91, en 91, elles avaient dit on arrête, on passe pas le balai, on s'occupe pas des enfants, on fait pas à manger, on fait rien de tout ça en fait, parce que si on s'arrête, tout s'arrête. Et donc ça c'est... Alors ensuite il y a... Qu'est-ce que c'est réussir une grève comme ça? Bon, les Suissesses elles ont fait une journée de grève. Moi j'ai pleuré toute la journée là-bas parce qu'en fait c'est vrai que ça a quelque chose d'incroyable, un pays qui en plus a pas du tout l'habitude des mobilisations, du conflit et tout ça. Elles étaient vraiment super remontées, elles ont fait plein de trucs extraordinaires, donc c'était génial à voir. Bon, je crois que ça n'a abouti à peu près à rien, très concrètement, comme acquis sociaux, voilà, mais certainement à une conscience féministe forte. Et rien que pour ça, c'est aussi une victoire en fait. Le fait que il y avait des filles qui étaient seins nus à Lausanne de 16 ans comme ça, et d'autres à côté qui étaient voilées, et tout le monde était ensemble, et c'était incroyable à voir, vraiment. Les Islandaises, par contre, elles ont beaucoup mieux réussi, parce qu'en 75, elles ont été 90% à faire grève, donc là vraiment, elles ont tout arrêté. Et dans la foulée, elles ont voté une nouvelle constitution et élu une présidente. Voilà. Donc ça a plutôt bien marché. Ensuite, dans les combats qui ont croisé les deux, à l'évidence, en France, le combat des femmes de chambre de l'hôtel Ibis, grève de 28 mois quand même, les Warriors, 22, ouais. Ça, à l'évidence, ça croise les questions de genre, de classe et de race. Voilà, ça c'est un très bel exemple de lutte. Et actuellement là, il y a la lutte chez Vert Baudet qui est aussi très intéressante parce que c'est essentiellement des femmes qui sont là, et c'est évidemment aussi parce que ce sont des femmes que les patrons se permettent de les traiter n'importe comment et genre de pas les augmenter en 20 ans par exemple. Voilà.
Oui, c'est important de parler de la lutte de Verbaudet parce que ça se fait en ce moment. Il y a un appel au boycott de cette marque, qui est une marque de vêtements pour enfants. C'est une lutte qui est très violente. Il y a énormément d'intimidation physique à l'égard des syndicalistes, à l'égard des salariés. C'est très très dur. Voilà, donc il faut se renseigner là-dessus et il faut en parler. Moi, juste, je vais développer moins parce que tes exemples ils sont excellents. Moi, je voulais juste dire, il y a un exemple que je sors tout le temps parce qu'effectivement, je fais des formations pour les représentants du personnel dans les entreprises, donc souvent des syndicalistes. Donc c'est une formation prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Et c'est mis en place assez récemment. Et en fait, comme je raconte souvent à des copines, je me heurte un peu à l'hostilité de toute une partie du milieu syndical qui estime que, souvent je me heurte à des types qui disent bon, tout ça c'est des diversions par rapport aux questions des salaires, etc. Et eux qui sont à fond dans un truc de séparation. Et donc j'ai dû affronter ça vachement. Et puis plus tous les préjugés classiques. Oui, mais du coup, on va plus pouvoir être deux dans l'ascenseur. Enfin voilà, j'ai un catalogue de tous les. Donc je connais leurs répliques par cœur. Maintenant j'ai une technique, c'est comme je les ai toutes, j'ai balance dès le début de la formation. Ils sont là, zut, c'était ma réplique. Voilà. Mais du coup, il y a toujours des exemples que je prends. J'essaie de prendre des exemples un peu classiques, un peu canoniques, et notamment pour dire que tout est lié et qu'en fait tu peux pas dire que c'est un sujet à part. Il y a une grève en 1905 en France à Limoges, dans les usines de porcelaine, qui était une grève contre le harcèlement sexuel systématique qui était pratiqué par les contremaîtres de l'usine. Il faut savoir que ça existe encore. Moi, j'ai déjà eu affaire, des collègues ont déjà eu affaire à des entreprises où il y a du harcèlement sexuel d'intérimaires femmes en échange de la reconduite de leur intérim. Ça existe encore partout. Et donc, en fait, cette lutte, elle a été hyper importante parce que ce sujet-là qu'on peut estimer, j'essaie de dire ça aux syndicalistes qui pensent à une diversion, c'est arrivé là-dessus. Ça a été du coup une contestation de la hiérarchie. Les salariés ont voulu dire, les ouvriers ont voulu dire, ce type-là, il dégage. Et pour le patronat, ils l'ont défendu parce que s'ils commençaient à dégager des contremaîtres parce qu'ils se conduisaient mal avec les salariés, c'était une remise en question. Déjà, il n'y en avait plus, puis c'était une remise en question du pouvoir patronal sur la hiérarchie. Et ça, ils n'ont jamais voulu lâcher, et ça a été un truc énorme. La grève s'est étendue à l'ensemble du Limousin. Il y a eu des émeutes, etc. Il y a eu un mort du côté ouvrier. Et je pense que ça fait date pour montrer que ces sujets-là sont liés et que tu peux pas estimer que c'est une diversion et que ça n'a aucun rapport avec les autres enjeux. Et je trouve que ce truc-là est bien trop présent parce que c'est vrai que nous, on a évacué ça en disant, oui, bien sûr, tout est lié, c'est une évidence pour nous. Mais pour plein de gens, notamment de gauche dans les milieux syndicaux, ce n'est pas du tout une évidence. Ils sont encore persuadés que c'est une sorte de machination. Moi, je l'entends tout le temps, d'hommes. En gros, machination patronalo-macroniste woke de l'époque pour nous empêcher de parler de la question sociale. Voilà, alors que c'est la question sociale, précisément. C'est un super exemple et j'ajoute à ça que, en fait, le rôle du harcèlement sexuel, c'est précisément de pouvoir mieux exploiter les femmes et de les exclure. En fait, ça sert à ça, le harcèlement sexuel, l'écrasement, en fait. C'est une façon de faire régner l'ordre. C'est une façon pour plein de types de se débarrasser des concurrentes aussi. C'est intéressant quand tu regardes les dossiers de harcèlement sexuel, qui est harcelé, pourquoi, à quoi ça sert, etc. Donc ça, c'est une des fonctions des violences sexuelles dans l'entreprise. De montrer qui est le patron, de faire partir les femmes, puisque 96% des femmes qui portent plainte pour harcèlement sexuel, elles quittent l'entreprise ensuite. 80% quand elles portent plainte, elles voient leur dossier classé sans suite. Donc voilà, donc ça crée. En fait, au niveau européen, on estime qu'il y a 38% des femmes qui ont subi du harcèlement sexuel au travail. C'est-à-dire qu'on a une masse salariale, on a une masse de travailleuses, d'accord, qui sont abîmées, ça abîme le harcèlement sexuel, qui perdent complètement confiance en elles, qui perdent complètement confiance en leurs compétences, qui ont peur, qui ont des tas de maladies, qui sont soumises. Enfin, c'est ça que ça crée en fait. Et moi, je pense que ça sert à ça, précisément. Et d'ailleurs, c'est intéressant pour ça de voir que quand MeToo a éclaté en 2017, en octobre 2017, les premières à déclarer leur solidarité avec les actrices de Hollywood, c'était des travailleuses agricoles migrantes dans le sud des États-Unis. Voilà, parce qu'en fait, elles ont tout à fait compris ce qui se passait avec le Harvey Weinstein. Là. Elles, c'est la même chose en fait. Voilà. Donc oui, carrément, ces deux sujets-là sont liés. Maintenant, que pour les types, ce soit difficile à voir, bien sûr, parce qu'en fait, on leur parle de leur propre domination et de la façon dont eux aussi en bénéficient. Je vois la même difficulté se créer si tu parles de racisme dans un milieu féministe blanc. Parce qu'en fait, on bénéficie aussi d'un milieu de la domination raciste quand on est blanc et blanche. C'est la même chose quand tu parles des privilèges de l'hétérosexualité à des personnes qui sont hétéros, elles ne voient pas, etc. Bon, quelque part, c'est toujours plus facile de voir où est-ce qu'on est dominé plutôt que là où on domine. Donc les résistances de ces types, je les comprends. Et c'est pour ça qu'il faut expliciter la façon dont ces deux choses-là sont liées.
Après, il faut voir aussi qu'il y a eu toute une partie du syndicalisme. Quand il s'agit de renvoyer les femmes à la maison, parce que les femmes n'ont pas toujours été à la maison, il y avait toute une partie du 19e siècle où justement les femmes étaient, comme maintenant, très très présentes sur le marché du travail rémunéré. Et on les a renvoyées à la maison parce que je trouvais que c'était une bonne idée, parce que si tu diminues la masse des travailleurs, eh ben, tu pourras augmenter les salaires. Donc, encore une fois, il faut voir où est-ce qu'ils ont intérêt à ce que ça continue en fait comme ça. Parce que c'est difficile. Moi, je le vois tout le temps avec les sujets de violence sexuelle. C'est vertigineux en fait, vu que c'est présent, vu que c'est partout, vu qu'il y a un enfant sur 10 qui est victime d'inceste. En fait, dès que tu commences à parler de ça, c'est explosif. Partout, dans tous les milieux, les partis politiques, les familles et les syndicats. Victoire, tu as employé le terme de féminisme bourgeois et de féminisme blanc. Donc on sait que les problématiques des femmes issues des classes laborieuses, des classes populaires, se présentent pas de la même manière que des femmes issues de milieux plus favorisés, que ce soit en termes d'insertion professionnelle, de salaire, d'accès à l'éducation, etc. Et on pourrait ajouter à ça que ce serait la même chose pour des femmes racisées ou des femmes blanches. Est-ce que pour autant tu penses qu'il existe un féminisme populaire par rapport à un féminisme bourgeois? Si oui, comment ils sont caractérisés? Ou est-ce que tu penses que cette distinction est plutôt réelle? Non, je pense que c'est une distinction à faire, mais ouais, j'estime que ça s'appelle pas du féminisme du coup quand c'est bourgeois, parce que voilà le truc. On en revient toujours à la question du travail et du travail du care. Pour que les femmes puissent avoir des emplois rémunérés à des hauts niveaux, etc., ce qui était une des revendications en fait du féminisme bourgeois et continue à l'être, du féminisme libéral. Donc c'est tous les discours sur le plafond de verre, sur le fait qu'on veut qu'il y ait la parité au CAC 40, que les femmes puissent être des exploiteurs comme les autres. En gros, bon, moi ça me fait pas du tout rêver en fait ce truc-là. Les écoféministes ont une formule géniale où elles disent qui veut une part égale d'une tarte cancérigène pourrie, pas moi, pas nous. On n'en veut pas, c'est certain. Mais surtout pour faire tout ce travail-là, puisque ça leur est traditionnellement délégué à ces femmes-là, que les types ne prennent pas leur part. Parce que, encore une fois, je rappelle que le travail gratuit est effectué en majorité par les femmes, ce qui veut dire que statistiquement, les hommes dans ce pays ont 3 heures de temps libre en plus chaque semaine par rapport aux femmes et bénéficient de ce travail gratuit. Eh bien, ce qui se passe, c'est que les femmes délèguent le travail à d'autres, donc à d'autres femmes qui sont pauvres, certainement racisées, certainement migrantes. Donc, ce qui se passe, c'est ce que des féministes marxistes ont appelé des chaînes du care au niveau mondial. Ça, il y a aussi une division du travail domestique au niveau mondial. Voilà. Et si tu veux l'égalité avec les hommes bourgeois, il va falloir que tu exploites d'autres femmes, en fait. C'est ça le truc. Alors moi je suis tout à fait contre ça. Et puis évidemment toutes ces revendications-là, d'égalité des chances à la domination, de toi aussi, aie le droit de dominer, d'être un exploiteur comme un autre. C'est essentiellement ça qui a été le discours dans les années 80-90. Et c'est vrai que du coup ça donnait pas envie de toute cette partie du féminisme. Bien sûr il y avait les mouvements queer, il y a toujours eu des mouvements féministes anticapitalistes et tout ça, mais oui il y a une opposition entre les deux. Et moi je me considère vraiment pas du tout dans ce cas-là. Tous les délires sur les femmes puissantes et tout, ça me saoule vraiment. C'est pas je m'y reconnais pas du tout. Voilà. Vous avez tous les deux donc pas mal approché le milieu militant, voire politique, en tout cas dans ton cas Nicolas. Donc moi j'aimerais bien vous entendre sur le problème donc, des violences sexistes et sexuelles, y compris à gauche, y compris dans la gauche radicale, mais plus généralement dans le monde politique. Donc là je pense à des affaires assez différentes, affaire Darmanin, affaire Quatennens, affaire Bayou, affaire Tahabouaf, etc. Donc toi Nicolas, tu as été collaborateur parlementaire pour le groupe France Insoumise, donc c'est un monde aussi que tu as côtoyé. Et vous avez tous les deux interviewé Mathilde Villot, donc, qui a été la créatrice du MeToo politique. Et donc ma question c'est, est-ce qu'il y a une spécificité du milieu politique vis-à-vis du sujet des violences sexistes et sexuelles, c'est-à-dire est-ce qu'il y a plus d'agression, plus d'omerta, un système particulier? Qu'est-ce que vous pensez de la manière dont ces affaires ont été gérées et comment faire mieux? Oui, Mathilde Villot qui a écrit un livre qui s'appelle... Tu t'as dit le titre? Je sais plus. Ouais, le titre il est chouette, c'est Les hommes politiques, moi j'en fais du compost. J'adore les super titres et c'est un super titre. Et en fait, Mathilde, c'était ma collègue à l'Assemblée nationale, on partageait le même bureau. Donc on a vécu tous les deux
la violence du milieu politique, et elle m'a vachement appris à voir, parce que moi je les voyais moins qu'elle évidemment, toute la présence du sexisme, y compris dans des petites choses, dans ce qui concerne l'Assemblée nationale. Moi je me souviens, elle me disait toujours quand on était à la buvette des parlementaires, donc vraiment le lieu où tout se fait, donc ça picole, c'est très peu cher, et c'est là que ils font leur life. Et la déco de cet endroit est hallucinant, c'est un truc art déco. Et en fait, elle me disait, t'as vu que c'est quand même fou, il y a que des meufs à Walp partout sur les murs. Et oui, et des enfants à Walp aussi. Voilà. En fait, c'est des petits détails, comment le décorum d'une institution, en fait, qui est dans un bâtiment monarchique à la base aussi, impose une ambiance de travail qui est une ambiance de violence de classe et de violence masculine, quoi. Et moi, ça m'a frappé, quand j'y étais, de voir que c'est un milieu qui est violent à tout point de vue et qui est particulièrement violent envers les femmes. Est-ce qu'il l'est plus que les autres? De mon expérience, c'est-à-dire pour avoir vu d'autres milieux, moi, pour intervenir en entreprise, etc., j'aurais tendance à dire que oui. Parce qu'il y a quelque chose qui est une exacerbation du virilisme dans la façon dont la politique est menée en France. C'est-à-dire, c'est des hommes qui doivent, pour le coup, mettre leurs couilles sur la table, qui doivent être perpétuellement dans la compétition les uns par rapport aux autres, qui, comme ils sont dans cette compétition, doivent absolument écarter les femmes qui sont des compétitrices dont ils ont toujours voulu se débarrasser historiquement. Enfin, je veux dire, les femmes n'avaient même pas droit de vote dans la première moitié du XXe siècle, donc il fallait vraiment qu'elles soient éliminées. Donc oui, c'est un milieu violent, et c'est un milieu où les conditions de travail, et quand je dis conditions de travail, c'est tout type de travail, le travail gratuit du militant et d'un militant, tout comme le travail rémunéré des assistants parlementaires, des collaborateurs. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir en tête que derrière n'importe quelle politique que vous voyez à l'atelier, il y a au moins 2 à 3 équivalents temps plein. Donc en réalité, quand on voit le monde politique, c'est le monde politique et ses travailleurs et ses travailleuses. Et en fait, c'est un milieu qui est extrêmement violent sur le plan des conditions de travail, et ces conditions de travail favorisent très clairement les violences sexistes et sexuelles. C'est-à-dire que moi, vraiment, quand je vois qu'est-ce qui est un red flag sur des entreprises pathogènes sur ce plan-là, enfin même si c'est pas une pathologie, c'est un système, mais c'est le travail de nuit, par exemple, c'est l'absence de frontières entre la vie privée et la vie professionnelle, c'est la présence d'une culture festive invasive qui crée les fameuses pseudo-zones grises dans lesquelles ces violences ont lieu, et ça, les milieux politiques concentrent absolument tout ça. Donc c'est des milieux extrêmement dangereux pour les femmes, et aussi dangereux aussi pour les personnes LGBT, parce que ce sont des milieux violents dans lesquels on est tout le temps confronté à la domination masculine. Et donc c'est un énorme souci qui n'est pas du tout pris à bras-le-corps, parce qu'en fait il faudrait changer les pratiques à la base, il faudrait changer cette façon que la politique c'est un truc d'homme, c'est un domaine réservé des hommes, il suffit de voir tous les gens qui ont été... Voilà, maintenant on a une première ministre, effectivement, c'est la deuxième dans toute l'histoire du pays, c'est un indicateur parmi d'autres, encore une fois. Et donc ces violences ont lieu, et ce qui est un facteur aggravant, en plus, c'est que quand elles ont lieu, il y a une protection systématique des agresseurs. Et en fait, c'est que très récemment qu'il y a des affaires qui éclatent, et on voit qu'elles ne sont même pas résolues, on pourra parler de la question de la résolution. Avant, elles n'éclataient pas, parce que c'est un milieu qui se protège en permanence, c'est un milieu clanique. Et ce milieu clanique, on a l'impression que c'est un mal nécessaire. Voilà, la politique, c'est des gros égos, c'est des batailles de camps, etc. C'est comme ça. Bah oui, mais du coup, c'est extrêmement violent pour les femmes, parce que quand elles sont victimes de violences, elles ne peuvent en parler à personne, elles ne seront pas ou peu soutenues, et surtout, on va tout faire en sorte d'étouffer ça pour la cause. Et donc moi, j'ai dû assister comme syndicaliste à l'Assemblée nationale des femmes victimes de harcèlement. C'est des femmes qui, du coup, ne vont pas parler. Elles sont dans un système de précarité permanente, parce que tous les travailleuses et travailleurs de la politique sont des travailleuses et des travailleurs précaires. Un assistant parlementaire peut être viré par son député pour des raisons politiques. Donc autant dire toutes ces raisons. J'ai des témoignages de femmes qui ont été licenciées parce qu'elles ont dénoncé des propos sexistes, des agissements sexistes, etc. Ça arrive tout le temps. Et donc en fait, c'est catastrophique. C'est une usine à violence sexiste et sexuelle. Et les affaires dont tu parles, moi je parlais des affaires de gauche parce que, l'affaire Darmanin, mais en fait... à la limite, il y a ce truc de, de toute façon, ça c'est les partis politiques bourgeois. De toute façon, on ne contrôle pas comment ça se passe. On sait pourquoi ils ont protégé Darmanin. Ils l'ont fait pour une logique de clan. Mais le problème, c'est quand ça arrive chez nous et que c'est la même chose qui se passe. Chez nous, au sens large. Moi, je suis plus militant à la France Insoumise, mais ce que j'ai vu, par exemple, sur l'affaire Quatennens, pour moi, ça a été un choc. Un choc terrible, parce qu'en fait, j'ai vu comment des gens que j'estimais politiquement ont repris exactement les mêmes procédés rhétoriques
que n'importe quel défenseur d'agresseur, d'homme politique agresseur. C'est-à-dire la même chose, de dire ça c'est un truc qu'on voit d'ailleurs dans tout le monde professionnel, dès que vous accusez quelqu'un, mais tu penses un peu à sa vie sociale, mais c'est du lynchage, et le pauvre, etc. Eux, les victimes, on s'en fout, enfin, c'est toujours on nie la victime, et puis on accentue le sort de l'agresseur. T'as tout le truc, tous les arguments fallacieux de dire oui, mais qu'en est-il de mecs des droites, vous n'en parlez pas, et tout. Tu parles, les féministes ne parlent que de ça tout le temps. Enfin, donc, voilà, j'ai retrouvé la même malhonnêteté, le même esprit de clan, et en fait je me suis dit, bah oui, l'esprit de clan d'un groupe politique prend le pas sur son combat. Et évidemment, c'est extrêmement décevant, mais du coup, ça doit nécessiter un changement radical de ce point de vue-là. Oui, c'est un changement qui est très très long à faire, parce que tu vois, toutes ces réactions-là, en plus de personnes qui se pensent bien intentionnées, qui se pensent pas violentes, etc. C'est-à-dire que les violences sexuelles, quand on les voit, on croit toujours voir autre chose. Tu vois, Darmanin, ils sont tous convaincus que c'est pas un macrocéphale, tu vois. Puis même, je vais te dire, je pense même qu'il reste en place parce que c'est un ectoplasme. En réalité, voilà, pour moi, c'est la même logique, c'est le même prolongement en fait. Je suis pas étonnée de voir la façon dont ils nous traitent dans la rue, dont sa police nous traite en fait. Parce que c'est un prolongement en fait, c'est des logiques de violeurs en fait, ils gouvernent tous comme des violeurs, tu vois. Ça sort pas de nulle part en fait, la violence sociale aussi. Il y a toute une discussion à gauche pour savoir aussi en sociologie, tu vois, d'où ça vient la violence, est-ce que ça vient par en bas, est-ce que ça vient par en haut. Bon, moi je pense que c'est un peu des deux, mais c'est Dorothée Ducy qui expliquait ça sur l'inceste, très bien. Elle dit en fait, c'est pas qu'il y a de l'inceste parce qu'il y a des logiques de domination qui viennent en haut. En gros, l'usine est violente, le pays est violent, il y a tout ça, et donc du coup, ça se répercute dans les familles. Elle dit, en fait, le fait qu'il y ait tellement de violence sociale en haut à la hiérarchie, ça veut dire que les types qui font ça, ils n'arrivent pas le cœur vierge de toute expérience. Ils ont eu des familles, en fait, où il y a aussi eu des violences sexuelles, de l'inceste, etc. Donc voilà, pour moi, c'est lumineux, en fait, cette histoire de... Enfin, c'est évident, quoi, ce truc de Darmanin et de leur bande de... leur logique de violeurs, quoi, à l'intérieur, et des complices à la justice. Et qu'à gauche, ça existe encore, ce soit aussi le même truc. Ben oui, mais parce que c'est profondément incorporé, parce qu'encore une fois, c'est une question d'intérêt, et parce que les violences sexuelles, je pense qu'il y en a plein qui ne comprennent pas bien ce que c'est, en fait. Voilà. Et puis ils disent que ça les intéresse pas, puis après tout, c'est des histoires de bonnes femmes, et puis de toute façon, elle mente, et puis de toute façon, il est sympa, donc bon. Voilà, donc c'est vrai que c'était épouvantable à voir. Je pensais pas que ça se passerait aussi mal. C'était dur aussi pour moi de voir ça, ouais, dans ce camp-là. Et les mêmes bingos, le même truc, lui avec la même logique, d'aller voir, d'aller s'expliquer à la télé, là, de façon dégoûtante. Et alors même que je pense qu'on a maintenant les armes et les mots à gauche, je pense qu'il a été très mal conseillé, en fait, parce que je crois qu'il aurait pu s'exprimer de façon tout à fait différente et reconnaître sa culpabilité. Et tout le monde en serait sorti grandi. Donc en plus, j'étais dégoûtée de l'opportunité manquée en fait que ça a été voilà, parce que je me suis dit, j'ai espéré, voilà, je me suis dit peut-être qu'on va avoir un exemple de responsable qui va dire c'est vrai, j'ai un problème avec la violence, c'est vrai, je reconnais, je ne dédouane personne, je ne me dédouane pas, c'est mon entière responsabilité, je suis aussi agi par le patriarcat, mais ça n'est pas que ça, je suis etc. Bon. Bah, oui, mais moi j'y crois toujours. Je pense toujours qu'un jour ça arrive. Je crois très très fort à ça en fait. Et je pense même qu'on manque de modèles, d'exemples en fait de ça. Voilà, de gens qui disent je suis désolé, j'ai merdé, je vais faire telle ou telle chose, etc. Alors que là, c'était impossible. Mais je me souviens parce qu'on s'était appelé à ce moment-là, on était hyper sous le choc. Mais moi, ce qui me navre du coup dans le traitement de ces affaires, c'est que derrière, ça crée de l'impunité. C'est-à-dire qu'en fait, si le mec est maintenu, s'il a des hordes de militants qui le soutiennent, s'ils ont même organisé des groupes de riposte, enfin ils ont fait quand même ça, c'est-à-dire qu'ils ont assuré sa défense, ils ont fait toute une com autour de ça, c'est pas rien quoi. Et donc du coup, ça veut dire que derrière, les autres mecs, ils vont se dire bon, au pire, il se passera ce qui s'est passé là, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas grand-chose. Et ça, pour moi, l'impunité explique beaucoup, parce que tu dis comment on obtient que les mecs violents en parlent et tout, et fassent un monde honorable, en tout cas, faut qu'ils aient un peu peur, quoi. Et voilà, ça fait partie du truc. Et actuellement, en politique, les gens sont protégés une fois qu'ils font partie du bon cercle. C'est à ça qu'on a assisté, quoi, tout connement. La frustration, vous développez d'ailleurs une critique des comportements violents dans le monde militant. Vous avez sorti un article récent qui s'appelle « Militants, pourquoi tout le monde nous déteste ?» Et bon, la raison, c'est qu'on y trouve du virilisme, de l'élitisme, des violences symboliques,
du mépris pour les nouvelles et nouveaux venus, des comportements oppressifs, voilà, une sorte de méchanceté vis-à-vis des gens qui ne maîtrisent pas les codes ou le vocabulaire. Est-ce que c'est quelque chose dont vous pouvez nous parler, et est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans les milieux militants féministes, ou est-ce que ça se passe mieux à cet endroit? Écoute, oui, donc on connaît tous ces travers-là, que c'est pas facile d'y aller, il y a très peu de milieux militants qui ont l'air très accueillants, et en même temps tout ça se comprend très bien, en fait. Bien sûr que quand ça fait 10 ans que tu milites sur des trucs, t'as pas envie de réexpliquer les mêmes choses encore et encore, il y a beaucoup de colère rentrée, de frustration. Par ailleurs, on n'a pas tous et toutes les mêmes intérêts. Bon, et donc dans les milieux féministes, écoute, de ce que je vois, non, je ne peux pas dire que c'est beaucoup plus tendre qu'ailleurs, en fait. C'est pas bon. Et oui, mais bon, pourquoi on serait plus, tu vois, plus douce, plus, je sais pas quoi. Bon, il y a quand même une attention très forte qui est portée. On tend quand même vers la sororité. Quand même, il y a quelque chose, une attention, encore une fois, qui est portée au quotidien, aux relations. Au langage, au fait de bien se traiter, avec quand même le fait d'essayer d'être cohérente, quoi, de se dire on peut pas se dire qu'il faut cesser d'être, on est contre la violence, contre la domination et être tellement violente entre nous, on peut pas s'infliger des blessures pareilles, on peut pas, il faut prendre soin. Qu'est-ce que ça veut dire prendre soin des relations? Et c'est tellement difficile, c'est toute une éducation, toute une culture en fait à défaire. Et je crois qu'il y a quand même dans plein de milieux militants, féministes, queer, écolos, Andy et tout ça, il y a quand même énormément de ferments, d'exemples de bonnes relations. Et moi, je crois aussi beaucoup, encore une fois, au besoin de pratique, de pragmatisme. Dans la collection que je dirige chez Binge Audio, j'insiste tout le temps là-dessus, dans les ouvrages, je dis, dites-nous comment est-ce qu'on fait, donnez-nous des trucs et astuces pratiques même, en fait, par rapport au sujet que vous expliquez, comment on fait pour bien se parler. Et là, je pense qu'on a aussi un problème, à mon avis, on n'a pas de méthode de résolution de conflit. Voilà, on ne sait pas comment faire. Et en fait, il est très probable que la seule méthode de conflit qu'on ait, c'est de fuir le conflit, ou de se hurler dessus, ou voilà, d'être extrêmement violent. Un autre truc, à mon avis, qui manque beaucoup, c'est le sens de l'introspection. Et en cela, le fait que les milieux, et ça, Camille Test en parle vraiment très bien dans Politiser le bien-être. Moi, je l'ai vu dans les milieux de gauche aussi. C'est-à-dire des tas de types qui vont t'expliquer que la psychanalyse, le thérapie, c'est des trucs petits bourgeois. Donc, en fait, ils vont pas le faire. Du coup, ils te projettent toute leur merde, tu vois, qu'ils n'ont pas réglé dans leur vie, parce qu'en fait, ils veulent pas, tu vois, aller voir ça. Et donc, ils te hurlent dessus comme faisait leur père avec eux. Enfin, je sais pas quel est leur problème, mais vraiment, il y a des gros problèmes. Et donc, moi, j'avais dit, écoute, moi, je suis une petite bourgeoise, d'accord, mais moi, tu vois, je soigne mon caca, en fait. Moi, je vais en thérapie, je fais des groupes de parole, je réfléchis, en fait, très fort à ça, parce que je n'ai pas envie d'infliger cette violence-là. Il n'y a aucune cause, en fait, qui vaut ça. Bon. Donc ça, je trouve que ça manque beaucoup et qu'il y a plus de soin de ça dans des milieux militants, queer, féministes, je trouve. Voilà. Oui, c'est quand même un énorme problème, quoi. Donc que le militantisme soit aussi répulsif, il faut vraiment mesurer le phénomène. C'est-à-dire que c'est pas rien. Je vois, en gros, le nombre de personnes qui se syndiquent et qui vont des organisations politiques, quelles qu'elles soient en France, ne cesse de baisser, mais drastiquement. Alors évidemment, l'explication un peu flemmarde de ça, c'est de dire mais oui, les gens sont de plus en plus individualistes, c'est la culture des écrans, etc. Vraiment le truc chiant. Ils pensent qu'à leur gueule, mais voilà. Alors ça, c'est les militants qui se remettent pas en question. C'est de toute façon, si les gens viennent pas, c'est qu'on est trop bien pour eux. Voilà, bon. Là, il n'y a pas d'introspection. Et en fait, non, parce qu'on voit bien, là actuellement, on a vécu un mouvement social massif, qui a une conscience sociale incroyable dans ce pays comme ailleurs, qui a des millions de gens. On n'a jamais vu autant de gens dans les rues de ce pays de toute notre histoire sociale. Donc ça va, la conscience elle est là, je pense que clairement. Les sondages, voilà, tous les soirs vous avez des hitocrates qui vous disent faut voter cette réforme des retraites, faut y aller, 90% des actifs sont contre. Donc tout va bien, les gens ils sont pas individualistes, ils sont pas débiles, ils sont pas aliénés par la télé, tout ça c'est faux. Par contre, ils ont pas envie de se farcir des réunions militantes le soir. Et comment ne pas les comprendre? C'est-à-dire que moi, il y a la reproduction des violences familiales, mais ça c'est vrai. Moi une fois, j'étais à une réunion militante, je me souviens, c'était quand j'étais en région parisienne, c'était à Saint-Ouen. Je suis arrivé, je ne connaissais personne et tout, donc j'étais un peu en mode le petit nouh. Et là, les gens se hurlent dessus. Mais genre, je te jure, ça m'a rappelé mes parents qui se hurlaient dessus dans la voiture. Et moi, j'étais au milieu, j'étais là. Non, mais sinon, je sais pas, on peut s'arranger. Évidemment, c'était pour des places à la con, de trucs, genre qui sera 3e sur la liste, qui perdra les élections. Je dis, ça vaut vraiment pas le coup de se hurler dessus.
Comment vous parlez, quoi? Et l'autre exemple que j'ai eu plus récemment, où j'ai retenté le coup, je me suis dit quand même, là, faut y aller. La réunion a duré je prends toujours cet exemple, la réunion a duré de 19h à minuit 30. Et en fait, t'es là, non mais attends, on veut organiser des gens qui travaillent, des gens qui travaillent pas, des gens qui subissent la violence des administrations, des gens qui subissent la violence du patronat, et vous allez le soir leur infliger des réunions super chiantes où le but est visiblement de se faire chier, on n'est pas là pour s'amuser. Donc faut bien faire la gueule, faut bien répéter la chose qui a déjà été dite précédemment au cas où ça serait pas clair. Et puis surtout, il faut que ça finisse le plus tard possible. Et après, ils sont là, oh les gens viennent pas, ils sont individualistes, ils sont sur TikTok. Bah non, en fait, ils ont juste pas envie de se faire chier. Comment ne pas les comprendre, quoi. Donc il y a un gros souci là-dessus. Et c'est vraiment un énorme souci parce qu'il y a énormément de gens qui ont envie de s'organiser collectivement. Il y a une soif de ça, dans ce pays comme ailleurs, parce que le système est de plus en plus injuste, donc on veut le faire. Mais on n'a pas les structures adaptées. Et je dirais le phénomène s'aggrave parce qu'en fait, plus la politique se professionnalise, plus les gens sont excluants. Et d'ailleurs, moi c'est vraiment... Je t'en avais parlé quand je bossais à l'Assemblée nationale, j'étais ah oui là j'ai bien compris le mansplaining, vraiment ce que c'est, parce que du coup aussi tu as une centralisation de la politique entre quelques mains, c'est-à-dire des gens qui ont fait Sciences Po, Paris, qui sont parisiens, qui sont de milieux aisés, et donc alors eux c'est la totale, c'est le mansplaining et le bourgeois-splaining en même temps. C'est des types qui, quand une femme parle, ils la coupent, ou alors quand elle n'est pas d'accord avec lui, il dit non, t'as pas compris. Ils font ça avec tout le monde. Et ça, moi j'ai vu ça quand je bossais à l'Assemblée nationale, je me suis dit waouh, il y a tous les trucs en même temps. Oui, et l'ENA. Bah oui, l'ENA, et alors, parce qu'il y a des écoles en France qui enseignent le mépris des autres, le mépris des femmes, le mépris des ouvriers. Moi, j'ai déjà rencontré des polytechniciens, vraiment, c'est ça qu'on leur met en intraveineuse, c'est les gens sont des cons. C'est ça qu'ils apprennent, voilà, et ils sont payés pour. Hein. Et ils défilent chaque année en uniforme napoléonien, sur les Champs-Élysées, mais ça doit rendre complètement frappadingue. Moi, une fois, j'avais croisé une promo qui revenait des Champs-Élysées, et des types étaient déguisés en soldats de la Grande Armée. Et c'était genre, voilà, non, bah, c'était l'école, quoi. Et j'étais là, mais vous allez être complètement tarés. Et ensuite, j'en ai revu à la tête de grandes entreprises où j'intervenais. Bah oui, ouais, c'est des types sans cœur et tout. Complètement tarés, complètement frappadingue. Voilà, alors eux, ils vont pas. Je sais pas quel psychanalyste il faudrait pour les désintox de ce qu'ils ont appris ou de ce que leur a inculqué à Polytechnique, mais bon. Je m'acharne particulièrement sur Polytechnique, c'est vraiment des gens odieux, il n'y a rien à sauver. Voilà, c'était le moment contre Polytechnique. Ouais, je voulais qu'on aborde les médias, parce que vous avez travaillé tous les deux dans des médias. Frustration, ton magazine a une ligne hyper critique des médias dominants, où d'après toi et d'après Frustration, le point de vue bourgeois y est très hégémonique. Et on constate aussi que les féministes sont extrêmement malmenées dans beaucoup de ces médias, lorsqu'elles sont rarement invitées. Et on voit aussi que les sujets de violences sexuelles et sexistes sont peu traités, souvent très euphémisés. Je sais qu'à Frustration, il y avait une interview de Rose Lamy, qui est connue pour son compte Préparez-vous pour la bagarre, et voilà, qui fait justement la critique des médias du point de vue du traitement des violences sexistes. Donc voilà, quel est votre regard sur le journalisme dominant ? Moi j'ai fait Sciences Po Paris. Et c'est pas comme Polytechnique. En plus j'étais tellement fière et tout d'intégrer cette école et tout ça, c'était voilà. Et après j'ai fait l'école de journalisme de Sciences Po Paris, tu vois. Ouais. Et là, bon, alors j'ai vu donc du coup où se fabriquaient les personnes et comment on nous fabriquait, quoi. Les personnes qui allaient ensuite occuper des positions plus ou moins enviables, hein, pas toujours enviables, parce que par ailleurs, tu vois, on peut dire les médias, mais du coup, il faut regarder qui sont les journalistes. Bon, c'est comme une espèce de... Toi, tu les appelles comment déjà les... Tu sais, tu dis que la plupart, ils croient qu'ils sont bourgeois, mais en fait, pas du tout. Ils ont... Des sous-bourgeois. Ouais, c'est des sous-bourgeois. Enfin, tu vois, ils croient qu'ils ont les mêmes intérêts, tu sais. Mais pas du tout. Et donc c'est vrai qu'à Sciences Po aussi, moi j'avais été vraiment surprise de ça, parce que donc, moi je viens plutôt de milieu communiste et d'extrême gauche et tout ça. Donc moi je sais pas, on m'avait expliqué la lutte des classes, les différentes, quand je suis arrivée à Sciences Po, mais personne, enfin très peu, on était vraiment pas du tout assez à être au courant de tout ça. Et à l'école de journalisme, pareil, il y avait zéro critique du système médiatique, zéro questionnement sur même comment tu représentes les choses, quelles questions tu poses aux gens, pourquoi, qu'est-ce qu'un sujet et tout. Enfin vraiment, moi j'étais très malheureuse toutes ces années-là. Donc voilà, mon regard sur les médias dominants, bah écoute, je sais pas, j'ai passé 3 ans à France 2, c'était vraiment... ça a achevé de me convaincre que vraiment je ne voulais pas faire ça, et ça m'a permis d'observer techniquement comment ça se crée, en fait, la pensée dominante, les modes de pensée automatiques, le fait que quand c'est la rentrée scolaire, un sujet sur les allocations scolaires, on va te dire trouve-moi une famille qui achète des écrans plats. Enfin, vraiment, c'est, tu vois, un truc de haine de classe et de manque de remise en question et de manque d'esprit critique et tout ça. Bon, après, qu'est-ce qu'on appelle les médias dominants ? Parce que,
tu vois. Des fois, moi, je travaille pour Binge Audio, des fois, on me dit qu'on a un média dominant. Alors écoute, je sais pas, hein, parce que, en fait, je doute aussi du poids de tous ces médias-là. À vrai dire, voilà, je sais pas très bien avec cette critique, je suis pas hyper à l'aise. Parce que, en fait, là-dedans, t'as toujours des gens qui font bien leur travail, donc en fait, tu peux trouver des articles intéressants à lire partout, tu vois, tu peux dire l'Obs, est-ce que c'est pas un média dominant? Bah oui, à certains points de vue, oui, mais à la fois, tu peux lire des papiers qui sont aussi super intéressants, donc voilà. L'Humanité, bah, en théorie, c'était un super journal, mais en fait, peu de gens le lisent parce que. Bon, c'est pas non, mais je veux dire, c'est terrible parce qu'en plus, moi j'ai commencé là-bas, j'ai fait un stage là-bas, c'était incroyable et tout ça, mais bon, donc tu vois, c'est pas un média dominant et à la fois, tu vois, on le lit pas aussi parce parce qu'on n'y trouve pas des sujets qui nous intéressent, parce que c'est trop pauvre par rapport au prix que c'est, enfin bref. Bon voilà, c'était pas très construit. Mais moi, j'ai découvert ton travail avant les couilles sur la table, donc Before It Was Cool. Tu avais fait un petit podcast sur Arte Radio qui était sur les voix. Pourquoi les gens ils ont des voix cheloues comme ça à la télé? Et moi j'étais là, mais oui, pourquoi ils disent, c'est le fameux et maintenant c'est le drame. Moi parfois je regarde le JT et je me concentre juste sur la voix et je me dis ça n'a aucun sens. Ils font des pauses à des moments complètement improbables et tout. J'ai passé des centaines d'heures à m'entraîner pour faire ça. Et du coup tu racontes comment c'est une pratique inculquée. Parce qu'en fait moi au bout d'un moment j'étais là, je sais pas, est-ce que dès qu'on te tend un micro tu vas parler comme ça en mode pas normal du tout en fait. Et toi t'expliquais que non, le type ton boss il disait non tu dois poser ta voix comme ça, tu dois faire cette espèce de truc complètement chelou de t'arrêter à des endroits où il faut pas s'arrêter. Donc ce que je trouve intéressant, ce que j'avais bien aimé sur ce podcast, et je pense que ce qui est une explication de tout ce qu'on peut, moi de ce que je reproche beaucoup au journalisme dominant, ou aux journalistes d'ailleurs en général, c'est un ensemble de petites pratiques, en fait un peu à la con, qui en fait sont pas vécues comme telles, mais contribuent à la reproduction de l'idéologie dominante. Et il y a vachement un truc comme ça, qui est la neutralité. La neutralité, en fait, c'est de dire non, on va pas traiter un sujet comme ça, on va pas aller faire la critique de telle source gouvernementale parce qu'on est neutre. Et du coup, en fait, leur neutralité reconduit le discours dominant. L'agression du petit-neveu, là, de Macron, moi j'ai halluciné. Ah oui, cette histoire, vraiment, et pourtant, c'est sur France Culture et tout, j'étais là, mais du coup, on est sûr qu'il a été agressé, le gars, et tout. Non, tu sais, il réaffirmait tout, bon, voilà. Mais là, je suis sûr on parle qu'à des convaincus, vous voyez, c'est le problème avec les journaux, pourquoi les journalistes sont mauvais et tout. Il y en a des biens. Il y a quand même des bonnes enquêtes, des gens qui font bien leur travail, et je trouve là que c'est un moment assez enthousiasmant de ce point de vue-là dans la presse aujourd'hui. Enfin, tu vois, sans Mediapart, je sais pas ce qu'on ferait. Voilà. Heureusement, ils travaillent bien, ils renouvellent le truc. Il y a des magazines comme Frustration, il y a plein de podcasts, d'autres magazines, etc. Donc il y a plein de gens qui ont envie quand même de faire bien leur travail et pas de reproduire un point de vue dominant et de faire des sujets sur est-ce qu'on pourrait aller au ski cet hiver. Non mais en fait il y a juste ça, c'est simplement que en tout cas il y a tout un journalisme, moi ce que j'appelle le journalisme dominant, c'est tout celui qui n'interroge pas la domination bourgeoise, qui ne pense même pas et qui du coup reproduit ces trucs. Quand tu parles du ski par exemple, on avait fait un article là-dessus, pourquoi à chaque putain de vacances de février il y a la météo des neiges alors qu'il y a 8% des Français qui partent au ski une année sur deux quoi. Donc c'est vraiment une météo qui est destinée en fait majoritairement à des gens qui n'iront pas au ski. Donc t'es là, t'as la météo, et voilà, la station machin dans les Alpes, bon enneigement, vous allez vous éclater sur les pistes, et toi t'es là, mais je m'en bats les couilles moi. Alors, ça n'a aucun foutu intérêt quoi. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une météo, je sais pas, des terrains de handball quoi. Enfin tu vois, les gens qui font du hand ils seraient contents. À mon avis ils sont plus nombreux que ceux qui vont au ski. Mais bon les autres c'est là, what the fuck en fait, donc moi j'en fous. Moi je fais du foot. Bon voilà. Et donc pourquoi parce que c'est un réflexe bourgeois, parce qu'en fait il y a aussi un truc de sociologie du journalisme qui est encore une fois bourgeois et parisien pour les médias nationaux. C'est-à-dire qu'en France on estime qu'un média national c'est un média basé à Paris, c'est quand même un problème hein, parce que du coup c'est pas national, c'est parisien. Et puis la composition sociale des étudiants en journalisme, c'est méga bourgeois, sous-bourgeois, petit bourgeois. Et ce qui fait que du coup, c'est des gens qui connaissent des gens qui vont au ski. Donc pour eux, c'est cool, parce qu'en fait, ils font la météo pour leurs potes. Mais bon, on peut pas faire ça comme ça tout le temps, quoi, c'est pas possible. Ouais. Franchement, il y a bien des choses à dire, mais ça a été beaucoup décrit, quoi, tu vois. La fabrique de l'information, la fabrique du JT. Tu vois, comment on te dit, non, tu ne mets pas lui, on comprend rien quand il parle. Parce que la personne a un accent, t'as mis beaucoup de noir dans ton sujet quand même. Quand tu vas des trucs, tu vas entendre des trucs, c'est vraiment fou. Voilà, donc je suis bien heureuse que plus jamais on m'a demandé des trucs pareils. Ouais. Vous deux, vous bossez dans des médias, donc vous cherchez à diffuser des idées, des théories, des témoignages au plus grand nombre, mais vous avez fait des choix de médias différents. Toi, Victoire, c'est les podcasts et les livres, et Nicolas, une revue en ligne, et les réseaux sociaux, et aussi un livre. Donc pourquoi ces choix ? Et quels sont les avantages et limites de chaque approche?
Moi j'ai fait du podcast parce que j'étais vraiment nulle en télé. C'était vraiment au JT, c'était une catastrophe, ils voulaient pas me garder. Moi j'étais pas trop sûre de rester, donc du coup je suis allée élever des chèvres en Andalousie après l'épisode JT. Non parce que j'étais nulle. Vraiment je savais pas quoi dire sur les sujets. Genre on m'a fait tourner un reportage sur comment faire garder tes animaux domestiques quand tu pars en vacances. Et je savais pas quoi dire. Un autre truc sur genre il neige et tout, je savais pas quoi dire. Donc voilà, alors le podcast, bah écoute, c'était super comme moment parce que moi je savais que ça m'intéressait tout le travail des chercheuses féministes, des chercheurs sur cette question de la masculinité, puisque mon obsession c'était les hommes, un peu moins maintenant, mais c'était vraiment les hommes et l'amour depuis fort longtemps, ce que je voulais, voilà. Et donc c'est vrai que moi je suis complètement libre en fait de créer, de faire ce que je veux, d'interroger qui je veux, de faire voilà. Après, il y a l'histoire de l'exposition qui vient avec une petite restriction de liberté quand même, si je peux, voilà, mais c'est incroyable. Enfin, voilà, et je suis extrêmement fière qu'on contribue le mieux possible, de notre mieux, à faire circuler des idées qui nous paraissent intéressantes chez nous, parce que je travaille avec donc, la rédaction de Binge Audio, avec Karine Lamini, qui est éditrice pour la collection Sur la table, et j'estime qu'on sert à faire circuler ses savoirs et ses idées. Voilà. Et à Binge Audio, il y a plein d'autres podcasts qui le font. Programme B fait des reportages et on essaie d'avoir vraiment un regard critique sur ce qu'on est en train de faire, voilà, sur ce qu'on fait circuler. Bah moi j'ai fait un média écrit parce que je savais écrire, enfin, c'était des trucs que je savais faire et la quête c'était d'avoir l'écriture la moins violente socialement possible, ce qui est déjà dur parce que la lecture c'est déjà une pratique socialement située, mais du coup en ça c'était l'idée que le texte ne produise pas de violence et moi je trouvais que les médias militants ou engagés produisaient énormément de violence. De la violence symbolique, universitaire, mettre des termes que tu comprends pas en disant bah, les gens savent évidemment de quel penseur je parle, c'était évident, tout le monde a vu ça, ou des concepts, etc. Et donc nous on voulait vraiment rompre avec ça. On voulait rompre aussi avec l'ego dans l'écriture. Quand on a lancé Frustration, on voulait que cet article ne soit pas signé, parce que l'idée c'était que les gens justement, et d'ailleurs, c'était beaucoup des mecs, ne mettent pas leurs couilles sur l'article, c'est-à-dire, voilà, c'est moi, c'est ma grosse pensée bien théorique, etc. Donc c'était sortir de ça, c'était promouvoir une écriture collective. Au début, les articles de Frustration étaient vraiment écrits collectivement. Maintenant, c'est plus classique, mais on a gardé cet esprit-là pour vraiment pas avoir cette écriture qui est violente et qui s'impose à toi. On voulait une écriture qui fasse cette porte d'entrée par le quotidien, donc qui prenne voilà, par des ressorts individuels, qui fasse de la montée en généralité, mais qui ne soit pas de la grosse théorie qui tâche, dogmatique, etc. Voilà, Marx il dit ça, donc c'est ça, voilà, on voulait éviter ça. Et puis on voulait aussi des articles joyeux, enfin joyeux au sens un truc qui t'enthousiasme et qui te donne envie de faire des choses, quoi. Parce qu'en fait, se plomber avec l'état du monde, je pense que tout le monde est au courant que c'est globalement la merde. Donc on va pas en rajouter une couche en disant regardez, c'est vraiment bien la merde, on est vraiment bien dans la merde. Voilà, conclusion, on est bien dans la merde. Voilà. Et donc là, on évite vraiment, on essaie vraiment d'avoir toujours des ouvertures, et moi j'aime bien cette écriture un peu qui fait du bien. Puis maintenant, on le décline sous différents formats, sous des vidéos, etc. Et voilà, que dire par rapport à ça? Oui, que Frustration, c'est un média financé par ses lectrices et lecteurs qui sont super nombreux, donc je voulais les remercier si on a là, ou même en général, parce qu'en fait, c'est notre unique source de financement, et grâce à ça, bah, on a une liberté de ton total, puisque nos dépendants, enfin, on a peur de vexer personne, puisqu'en fait, il y a toujours, surtout quand on prend de la thune à quelqu'un, tu vas pas faire un article qui le clash complètement. Quand un bourgeois te prête de la thune, tu vas pas être là, genre les bourgeois, quelle bande de connards, etc. Bon, du coup, on n'a pas ce problème. On ne dit pas les choses en ces termes, évidemment. Ok, donc, bah, dans la même perspective de ce que tu viens de dire, peut-être on va essayer de finir sur une note optimiste. Donc, comment on peut améliorer les choses? Donc, quelles sont les choses que vous pensez qu'il faut faire ou qu'on peut faire et dont on ne parle pas forcément pour gagner? Alors, gagner quoi? Parce que, voilà, bon alors, ok, écoute, moi, là, vraiment, je me dis que le truc évident, c'est la réduction générale du temps de travail, tu vois, ça c'est sûr, il faut qu'on bosse 15 heures par semaine, ça suffit, tu vois, 15 heures par semaine, du coup, t'as le temps de t'occuper de tes gosses, t'as le temps de faire des thérapies, t'as le temps de cuisiner, t'as le temps de faire l'amour, l'art, enfin tout ça, c'est pour ça que c'est tellement important, cette lutte contre cette réforme pourrie des retraites, et c'est aussi, enfin, c'est évident, enfin, voilà, c'est pas 32 heures, c'est genre 15 heures, ou 12, j'en sais rien, mais il y a assez en fait, donc moi je conseille de beaucoup rêver à ce que ça pourrait être, voilà, et de se dire qu'on a le droit en fait à ça, à toutes ces choses là. Ensuite un truc très concret, bah
Non, mais c'est tout ce qu'on disait sur les moyens de la lutte, ce que tu disais aussi, justement de prêter attention à la forme, beaucoup, aux différentes pratiques. Après, bon, moi je milite pas, hein, je fais pas grand-chose, je donne de l'argent à des associations, c'est tout ce que je fais. Mais dans les réunions et les mobilisations, évidemment, là, on a eu une occasion de se marrer avec cette histoire d'interview de Macron. Là, c'était quand même incroyable de gamifier la lutte. Ça, c'est un super exemple. Et je pense de faire circuler et de parler de tous les moyens qu'on trouve cool dans les luttes actuelles voilà, c'est important. Et de les chercher dans l'histoire aussi. Voilà. Et donc, très concrètement, ça veut dire, oui, pourquoi on se mettrait pas à organiser des danses, pourquoi est-ce qu'on ferait pas du sport ensemble, pourquoi, de s'inspirer de plein d'exemples du passé en fait qui ont fait leurs preuves et tout, en se disant qu'on va mourir et donc on a le droit de jouir avant, y compris en militant et en faisant la révolution. Voilà. Mais après, comme là j'ai vu une conférence très intéressante de Tristan Garcia qui dit qu'il faut se méfier de tous les gestes qui disent il faut. Tu vois, et que en fait il dit qu'il faut être attentif, il conseille, parce qu'il dit il faut pas dire il faut, bon. Il conseille d'être attentif au moment où toutes les pensées d'émancipation elles deviennent autoritaires, tu vois, où elles commencent à asséner que ça c'est correct, ça c'est pas correct, que ça c'est ça exactement, c'est-à-dire il faut du fun, voilà, exactement. Donc plutôt mais de proposer un répertoire immense en fait d'actions possibles, et là-dedans dernièrement voilà, évidemment il y a eu la danse dans les manifs, il y a eu Interville Macron, les cercles de parole, je trouve que c'est vraiment extrêmement puissant comme mode d'action, beaucoup plus intéressant que les réunions dans l'arrière-bar d'un café. On doit ajouter en plus dans les réunions de l'arrière-bar d'un café que c'est plein de mecs là-dedans, bien sûr ils peuvent venir faire leurs réunions pourries parce qu'il y a des meufs qui s'occupent des mômes en général quand ils ont une famille. Et donc les cercles de parole, très important, outil militant féministe de base et bien avant, qui consiste à se réunir avec des personnes et de non pas parler de théorie, mais de parler de la vie, des difficultés matérielles rencontrées, de soi-même, voilà, et de choses très concrètes, parce que ça crée des choses magiques en fait, d'être écouté par d'autres personnes humaines assises en cercle, et que jaillissent des choses très très belles de soutien et d'idées aussi pour lutter. Voilà, cercle de parole. Mais c'est trop bien ton idée de cercle de parole, parce que moi ça me fait penser au fait qu'un des trucs qui m'avait choqué dans le militantisme, c'est que c'était pas un endroit où quand je sais pas si c'est encore le cas, mais moi quand j'avais des soucis au travail, c'était pas l'endroit où je pouvais en parler, parce qu'en fait on avait d'autres choses à gérer. Et donc moi quand je disais en ce moment mon travail ça se passe pas trop bien et tout, en fait les militants ils étaient là, ils s'en foutaient complètement quoi, parce qu'en fait on avait un grand combat à préparer. Sauf que t'es là, attendez, c'est hyper intéressant de parler de notre travail. Moi je trouve que c'est des discussions passionnantes. Quand je fais ça avec mes amis, en fait on parle des rapports de pouvoir, on parle de faut-il ou non une hiérarchie, on parle du temps libre, en fait c'est fondamental quoi. Donc que ça soit écarté de la discussion, c'est dommage. Alors moi sur ce point-là, on a vu un peu les questions en avance, donc on a eu le temps de réfléchir à nos points. Je dévoile les coulisses. En fait, moi je me suis dit, donc c'était plus un truc qu'il faudrait faire, ou en tout cas, alors pas il faut, mais moi un truc qui marche sur moi, voilà. C'est le rapport en fait à l'optimisme. Les communistes ou plein de militants de gauche, le mouvement ouvrier a cultivé ça, c'est-à-dire cette culture de on est ensemble et on va y arriver parce qu'en fait c'est nous les plus forts quoi. Et ça c'était pas les chrétiens, c'était là partout. Et moi je pense que c'est ça qu'il faut cultiver. Et moi voilà, vraiment je pense que c'est plutôt pas une bonne idée que de cultiver ce pessimisme. Et comme tu me l'avais si bien dit, c'est aussi une façon d'avoir l'air malin quoi. C'est-à-dire ouais, je vous l'avais dit, la planète est en train de s'effondrer, je l'avais bien dit hein. En fait on sent qu'il y a des gens qui seront réjouis quand il y aura un tsunami, ils seront là, je l'avais dit que si on faisait rien, c'est ça qui se passerait. Voilà. Super. Hein, mais nous, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est transformer la société. Et on y croit vraiment. Et comme tu as raison, il faut se projeter dans à quoi ça ressemblerait. Il faut saliver sur cette société future-là. Et il faut avoir confiance dans nos semblables pour la mener, quoi. Tu as tout ce truc des marxistes qui disent qu'il faut avoir une conscience de classe, donc il faut savoir à quelle classe tu fais partie, quels sont tes intérêts communs. Mais moi je pense qu'il faut avoir aussi une confiance de classe, c'est-à-dire se dire non seulement on a des intérêts communs, mais en plus on en a tous confiance. Et arrêter de dire que les gens ils sont là, ils regardent Hanouna, ils prennent tout au premier degré. C'est pour ça tu as raison, la critique des médias, il faut s'en méfier, parce qu'en fait ça marche pas. Tous les médias ils passaient leur temps pendant 6 mois à nous dire la réforme des retraites c'est très très important, la dette publique elle explose, 3 000 milliards c'est horrible et tout. Et en fait tout le monde regarde ça et personne n'y croit. Donc c'est bon, les gens ne sont pas dupes. La démonstration est faite en ce moment. On n'a pas des semblables qui sont apathiques et qui obéissent aux ordres de la population, de la classe dominante. Tout ça c'est faux. Donc il y a énormément de chances qui sont de notre côté. On a énormément avancé. Et donc, il faut s'en réjouir, il faut le célébrer. Et puis, surtout, il faut arrêter de cultiver cette culture de la défaite. Il faut avoir une culture de la victoire, quoi. Merci beaucoup à tous les deux.